Certaines forteresses étaient censées être imprenables. Des murs géants, des bunkers, des canons, construites pour protéger la France et pour ne jamais tomber. Mais toutes ont échoué. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 défenses militaires qui se sont effondrées quand la France en avait le plus besoin. Première défense, la ligne Maginot. Après la Première Guerre mondiale, la France est traumatisée. Des millions de morts, des villes détruites, une nation épuisée. Plus jamais ça. C'est ce que promettent les dirigeants. Alors, ils construisent un mur gigantesque, des kilomètres de béton, d'acier, de canons, une forteresse moderne, la plus chère d'Europe. Pour les généraux, c'est simple. Derrière ce mur, personne ne passera. Ils y croient. Ils en sont certains. Des milliards sont investis. Tout repose dessus. Pendant des années, la France se rassure, mais pendant ce temps, l'ennemi observe, il étudie les plans, il cherche une faille et il la trouve. Dans les Ardennes, une zone jugée impraticable, donc ignorée. En mai 1940, tout bascule, les blindés foncent, les lignes explosent. La ligne Maginot est contournée, les bunkers restent silencieux, vides de sens, les soldats attendent un ennemi qui ne vient jamais. Pendant que le pays s'effondre, en quelques semaines, tout est perdu, sans vraie bataille, sans vraie défense. Le mur le plus cher de l'histoire française n'a servi à rien, absolument rien. Deuxième défense, le mur de l'Atlantique. En 1942, l'Europe est occupée. La France aussi. Les côtes deviennent une obsession, un point faible potentiel. Alors l'Allemagne construit, partout, des bunkers, des canons, des mines, sur des milliers de kilomètres, de la Norvège à l'Espagne. Un mur censé arrêter n'importe quel débarquement. Pour Hitler, ce mur est invincible. Pour ses généraux aussi. Des millions de tonnes de béton, des milliers d'ouvriers. Tout est fortifié, tout est piégé. La France devient une forteresse. Mais derrière ce mur, un problème existe. Il est immense et invisible. Le mur est trop long, impossible à défendre partout, et surtout, l'ennemi prépare quelque chose, en secret, pendant des mois. Des plans, des cartes, des entraînements. Puis vient le jour. Le 6 juin 1944, à l'aube, le ciel s'ouvre. Des milliers d'avions, des milliers de parachutistes. La mer se couvre de navires. Le débarquement commence. Les canons tirent. Les bunkers résistent. Mais pas assez. Les plages tombent, une à une. Les défenses craquent. Les lignes cèdent. En quelques heures, le mur est percé. L'Atlantique n'a pas protégé l'Europe. Il a seulement retardé l'inévitable, un mur gigantesque, battu par la volonté humaine. Troisième défense, Verdun. En 1916, la France est déjà épuisée. 2 ans de guerre, des millions de morts. Mais Verdun est différent. Pour les Français, cette ville est sacrée, une forteresse, un symbole, un endroit qui ne doit jamais tomber. On ne passe pas, c'est la promesse, des forts, des canons, des tranchées, des kilomètres de défense. Pour les généraux, Verdun est imprenable, mais l'Allemagne a un plan simple et cruel, attaquer sans relâche jusqu'à épuiser l'ennemi. En février 1916, l'enfer commence. Les bombardements s'abattent, jour et nuit, des obus, des flammes, de la boue, des soldats enterrés vivants, des positions rasées. Verdun devient un cimetière. Les renforts arrivent, encore, encore, par la voie sacrée, une route de survie. Mais chaque mètre coûte du sang. Des milliers d'hommes meurent, pour quelques mètres, pour rien. Pendant des mois, la bataille continue, sans victoire, sans fin. Quand tout s'arrête enfin, plus de 300 000 morts. Verdun n'est pas tombé, mais la France est brisée. Ce n'était pas une défense, c'était un sacrifice. Quatrième défense, Sedan. En 1870, la France se croit encore puissante. Napoléon III est au pouvoir. L'armée est confiante. Face à elle, la Prusse. Une armée moderne, disciplinée, organisée. Mais à Paris, on sous-estime l'ennemi. On pense gagner vite, facilement. La guerre est déclarée. Très vite, les erreurs s'accumulent. Mauvaise communication, mauvaise coordination, mauvais ordre. L'armée française avance, sans plan clair. En septembre, elle est encerclée. À Sedan, une ville piégée, une armée bloquée. Les collines sont prises. L'artillerie ennemie domine. Les obus pleuvent, sans répit. Les soldats résistent, ils se battent, mais ils sont dépassés, numériquement, techniquement, stratégiquement.
Napoléon III est là, au milieu du chaos, impuissant. Le 2 septembre 1870, il capitule. L'empereur est capturé. Avec lui, toute l'armée. La France est humiliée. Devant l'Europe entière, Sedan n'est pas seulement une défaite, c'est un effondrement, la fin d'un régime et le début d'une crise nationale. Cinquième défense, Paris. En 1871, la France est à bout. Elle vient de perdre la guerre. Elle vient de perdre son empereur. Paris est affamé, épuisé, en colère. Le peuple ne fait plus confiance au pouvoir. La capitale se soulève, une révolution éclate, la Commune de Paris. Des barricades sont dressées, des armes circulent, la ville se transforme en forteresse, mais cette forteresse est fragile. Le gouvernement fuit à Versailles et prépare sa revanche. Pendant des semaines, Paris se défend seul, contre son propre pays. Les rues deviennent des champs de bataille, les immeubles brûlent, les civils sont pris au piège. En mai 1871, l'armée revient. C'est la semaine sanglante. Rue par rue, maison par maison. Les barricades tombent, les défenseurs aussi. Des milliers de morts, des exécutions, des prisonniers, des déportations. Paris est reprise. Mais à quel prix? La capitale est sauvée, mais brisée. Ce n'était pas une victoire, c'était une cicatrice.